Georges Fenech, dois-je encore vous présenter juge d'instruction pendant 20 ans, pas seulement en lutte acharnée contre les sectes, mais aussi contre le trafic des stupéfiants. Je me souviens d'être venu vous voir parler justement du trafic des stupéfiants lorsque vous étiez en poste juge d'instruction à Lyon. Alors aujourd'hui, c'est aux magistrats justement que je m'adresse avec l'ampleur qu'est en train de prendre le trafic de drogue, le trafic des stupéfiants en France. Est-ce que, en tant que spécialiste de la question, comment vous analysez l'évolution du trafic de stupéfiants en France? Oui, vous me rappelez une époque où effectivement j'ai exercé ces fonctions dans une ville qui était particulièrement gangrénée, touchée par le trafic de stupes. Bon, c'était pas au niveau de ce que représentait par exemple à l'époque Marseille. Et tout le monde se souvient, en tout cas moi je me souviens avec beaucoup toujours d'émotion de l'assassinat du juge Pierre Michel en 1981, qui avait fait de la lutte contre le narcotrafic un combat de sa vie et qui a été assassiné à moto, on s'en souvient, en pleine rue de Marseille au moment où il quittait le palais de justice et qu'il rejoignait sa famille. C'est pour vous dire à quel point ce phénomène du trafic de drogue est un fléau dans notre pays qui s'est en réalité aggravé depuis cette époque. On parle des années 90, mais depuis cette époque, la situation n'a fait que s'aggraver. En réalité, si on doit dresser en 2 ou 3 chiffres le tableau aujourd'hui en France, le chiffre d'affaires du trafic de drogue, c'est entre 3 et 6 milliards d'euros. 3 à 6 milliards. 3 à 6 milliards d'euros, ce qui est une somme colossale, évidemment. Vous avez des quartiers entiers qui vivent du trafic de drogue, bien sûr, et toutes des familles. En fait, c'est une criminalité souterraine, c'est une source de revenus, avec en fait un véritable commerce, quoi. Commerce clandestin, certes, avec des grossistes, des distributeurs, des revendeurs au détail. Voilà, donc il y a une organisation, évidemment. Et quand on a une difficulté, on va pas régler le problème devant le tribunal de commerce. On envoie un jeune de 14-15 ans maintenant avec une Kalachnikov pour régler le problème. Sur les règlements de compte, à Marseille, il y a eu quand même 43 morts suite à des règlements de compte liés au trafic de drogue en 2023. Et en totalité, il y aurait plus de 315 morts environ, homicides plutôt et tentatives d'homicide volontaire sur l'année 2023, ce qui représente 60% d'augmentation par rapport à 2022. J'ajoute à ce tableau, plus aucun territoire n'est épargné. Autrefois, vous aviez Marseille, Lyon, Paris. Aujourd'hui, vous pouvez avoir les trafics sont partout, y compris dans des villes moyennes. Voyez-vous. Ça, c'est important de le préciser. Et dernier rebondissement, dernière évolution vraiment inquiétante, ce qu'a dénoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, la France ne serait-elle pas en voie de mexicanisation? Alors moi, je connais le Mexique, je connais Mexico. Mexico est sillonné toute la journée de jeeps à bord de laquelle il y a 3 hommes casqués et qui tiennent une mitrailleuse, une M60 américaine. C'est ce que j'ai vu à Mexico. Est-ce qu'on en est là bientôt? Alors, il faut quand même rester relativement confiant. On n'en est pas encore à la situation de Mexique. Il faut savoir qu'en 15 ans, la lutte contre le narcotrafic au Mexique a fait environ 400 000 morts. On n'en est pas là, évidemment. Mais si on n'y prend pas garde, on s'achemine petit à petit vers une corruption, notamment des fonctionnaires. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de mexicanisation, c'est-à-dire que aujourd'hui, les narcotrafiquants n'hésitent plus à utiliser de moyens de pression, de chantage et de corrompre contre leur gré, même quelquefois, des agents d'administration, des dockers. Il y a actuellement 5 greffiers qui sont en détention, 5 greffiers de juridiction, et il y a des menaces. Dépendant de quelle ville? Plusieurs villes, je peux pas vous les citer, mais il y a eu 5 greffiers qui ont été reconnus, qui sont suspectés puisqu'ils sont en détention provisoire, d'avoir plus ou moins modifié des dossiers en faveur, fait disparaître des pièces de dossiers ou des choses comme ça. Et puis vous avez des menaces physiques. Et récemment, le mois dernier, 4 individus ont été interpellés en filature
au bas du domicile du procureur général de Douai. Donc, s'il n'y avait pas eu l'intervention et les renseignements obtenus par la police judiciaire, on pourrait craindre effectivement qu'il y ait eu des atteintes physiques à ce procureur général. D'ailleurs, les 4 individus sont actuellement incarcérés et d'autres magistrats qui sont menacés. Donc, on voit bien d'ailleurs, la dénonciation a été faite déjà il y a plus d'1 an par la procureure de Paris, Madame Laure Bécuot, qui avait dit attention, nous risquons effectivement de devenir un narco-État, un peu comme ce qui est en train de devenir les Pays-Bas, vous imaginez, où il y a une corruption, notamment au niveau du port de Rotterdam, etc. Donc il faut prendre en considération, d'où les annonces qui ont été faites au mois de novembre, concomitamment par le ministre de l'Intérieur Retailleau et le ministre de la Justice Didier Migaud, un plan national de lutte contre ces risques d'évolution inquiétante. Moi, je trouve que, vous allez me confirmer ou m'affirmer, je trouve que les magistrats ont bien pris conscience de la situation du narcotrafic en France et des dangers que procure évidemment ce volume d'argent, entre 3 et 4 milliards, 5 milliards, que rapporte le narcotrafic, avec les menaces évidemment de plus en plus sur le corps même pénitentiaire, le corps des greffiers, le corps des magistrats, et vraisemblablement aussi sur cet argent peut aller dans les filières de politique. Oui. Mais bien sûr, donc d'où la lutte contre le blanchiment d'argent, puisqu'il y a des recyclages de ces sommes, de cet argent sale par différents procédés contre lesquels on lutte, notamment par le biais des renseignements, de Tracfin notamment, etc. Et la question des élus qui peuvent aussi être touchés, on le sait. Et donc, vous voyez où on en arrive, mais vous dites les magistrats ont pris conscience. Je crois que l'important, c'est aussi que les politiques en prennent conscience, véritablement. Parce que à chaque gouvernement, on dit on va déclarer la guerre. La guerre, la guerre, la guerre contre le trafic de drogue. Tous les premiers ministres et ministres de l'Intérieur ont tous fait part de leur volonté, mais sans donner véritablement les moyens de faire une véritable guerre. Bien comprendre aujourd'hui que les narcotrafiquants au niveau international utilisent pour les déplacements des produits non seulement des avions de tourisme, mais également aujourd'hui des mini-sous-marins qui échappent à la surveillance offshore, je dirais. Ils utilisent des sous-marins, vous vous rendez compte, pour transporter la cocaïne, notamment qui vient d'Amérique latine. Donc il faut déclarer la guerre. Lorsque les États-Unis ont déclaré la guerre au narcotrafic, c'était la création en 1973 de la Drug Enforcement Administration, la DEA. La DEA a été créée en 1973. Au moment de la French Connection. Au moment de la French Connection, tout à fait. Les Américains ont compris qu'il fallait donner de véritables moyens pour mener une guerre. Vous imaginez la cocaïne qui arrivait d'Amérique latine, notamment de la Colombie. Et bon. Et donc la DEA c'est quoi? C'est une organisation comparable un peu au FBI. D'ailleurs, le FBI fait partie quelque part de la DEA et qui chapeaute tous les services de la lutte antidrogue dans le pays, qui dispose de moyens considérables. C'est 18 000 agents, vous imaginez, 18 000 agents. En France, je vous rappelle qu'on a 8 000 magistrats. 18 000 agents qui travaillent pour la DEA, un budget de 3 milliards, vous imaginez, 3 milliards, c'est l'équivalent pratiquement du budget d'un ministère chez nous, et qui s'est déployé dans 80 pays, avec des agences présentes dans 80 pays, des bureaux déconcentrés partout. Donc on voit bien que là, on est passé à un statut. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Il faut sans doute, il faut se donner les moyens. On l'a créé en 2020, l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants, qui coordonne effectivement cette action, qui est censé aussi être un lieu d'interministérialité entre l'intérieur, l'économie. La commission d'enquête du Sénat vient de dire qu'il faut aller beaucoup plus loin, donner encore plus de pouvoir à cet organisme qui pourrait être en quelque sorte notre DEA à la française. Donc ça existe, mais il faut lui donner des moyens. Et puis, dans l'attente d'un parquet national anti-stupéfiant qui a été promis et annoncé par le garde des Sceaux, déjà Éric Dupond-Moretti. Pour l'instant, en absence de gouvernement, il ne voit pas le jour. Il faudra bien
effectivement créer ce parquet national sur le modèle du parquet national antiterroriste. Vous voyez, donc on attend aussi de la classe politique qu'il donne les moyens à la justice et aux enquêteurs de mener un combat contre ce trafic au bon niveau. Pour l'instant, les moyens n'existent pas. Si, pas dire que les moyens n'existent pas. Vous avez des GIRS, vous savez, des GIRS, des juridictions interrégionales spécialisées avec des juges d'instruction spécialisées dans les grandes villes. Vous avez l'OFAST, donc qui supervise cela. Vous avez la juridiction JUNALCO, la juridiction nationale contre le crime organisé. Ce qui manque, c'est la coordination au niveau poursuite, parquet. Et comme on a fait pour l'antiterrorisme ou pour les affaires financières. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que les moyens au niveau de ce que vous réclamez n'existent pas. Il y a des moyens. Ils sont en cours de réalisation et tout est en suspens en attendant qu'il y ait un gouvernement et des projets de loi. Mais dans les années 70, on avait créé l'Office central de lutte contre les stupéfiants. L'OCRIS qui a été supprimé et remplacé par l'OFAST. Et qui avait réussi à mettre fin à la French Connection, avec l'aide des États-Unis. Oui, avec l'aide des États-Unis, tout à fait. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le phénomène est d'une telle ampleur. Vous vous rendez compte qu'il y a quelques 5 millions de consommateurs, au moins une fois par an, en France, de cannabis. 5 millions. On estime à environ 600 000 consommateurs de cocaïne par an en France. Et ça touche tous les milieux. Quelques affaires tristement célèbres, n'est-ce pas, l'affaire Palmade, par exemple, montre bien que ça touche tous les milieux. Donc, on est sur un phénomène de masse, voyez-vous. Pour lutter contre un phénomène de masse, il faut vraiment se doter des moyens. Vous avez un problème de santé publique, mais vous avez un problème aussi d'ordre public. Et il y a peut-être un crime sur 4 ou 5 délits qui est lié au trafic de drogue, parce que le trafic de drogue, c'est déjà une criminalité en soi, mais elle génère d'autres criminalités, des règlements de compte, bien sûr, les assassinats, mais des cambriolages, des vols, des escroqueries pour se procurer l'argent, pour se procurer sa propre consommation. Donc tout ça, vous voyez, c'est un cercle qu'il faut absolument détruire par des moyens à la hauteur et sortir de cet angélisme qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui à se demander si on ne va pas verser dans un narco-État. Alors, dans le tableau que vous dressez, il y a une question qui peut se poser, et d'ailleurs on commence à l'aborder. Faut-il sévir sur les consommateurs? Oui, bien sûr, il faut. S'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre, évidemment. Mais vous savez, le toxicomane, c'est un délinquant puisque c'est un délit, l'usage de stupéfiants. Mais c'est en même temps un malade. Il a un problème d'addiction qu'il faut traiter, qu'il faut soigner. Moi, quand j'étais juge d'instruction, j'ordonnais, j'ai jamais mis un toxicomane en détention, hein, un simple toxicomane. Et pourtant, la loi le prévoit. Et j'estimais que c'était pas sa place. Et j'ordonnais des injonctions thérapeutiques. S'il ne se soignait pas, effectivement, là, il pouvait y avoir une incarcération. Donc, il faut traiter le toxicomane, qui est un problème de santé publique. Surtout que vous avez aujourd'hui des drogues de synthèse. Le Captagon, là, dont on parle actuellement, venant de Syrie, puisque Bachar al-Assad était devenu le premier trafiquant dans toute la région, hein, avec la production de Captagon, qui est une drogue de synthèse et qui produit des dégâts énormes avec le crack et d'autres drogues également. Donc, il faut traiter le consommateur pas uniquement comme un délinquant, mais comme un malade qui a besoin aussi d'être soigné. On a fait l'amende pénale forfaitaire, bon, 200 €, elle est prononcée, il y a à peu près 30% qui sont recouvrés, ce qui est pas énorme. Mais il faut effectivement mener une campagne. Et je crois que ça y est, le gouvernement a décidé de le faire. Une campagne de sensibilisation, comme on l'avait fait pour l'alcool à une certaine époque, qui avait fonctionné, hein. Vous vous souvenez, boire ou conduire. Il faudrait sans doute une campagne aujourd'hui pour sensibiliser sur les ravages de la consommation de drogue. En citant la Syrie, vous avez abordé un chapitre qui est assez important, complètement négligé, même par les journalistes. Prenons par exemple le cas de la milice libanaise, le fameux Hezbollah. Il faut savoir que l'un des revenus très rentables du Hezbollah, c'est le trafic de drogue.
en Amérique du Sud, en Afrique et évidemment au Moyen-Orient. Jusqu'à présent, c'est donc un problème géopolitique. Jusqu'à présent, les ministres, l'État, non seulement les États européens, mais pas seulement, n'ont jamais abordé cette question. Et on se demande vraiment si il y a une action sur ce plan-là. Or, c'est une action qui est assez importante puisqu'elle implique l'international. Est-ce qu'on y a réfléchi aujourd'hui? Moi, ça me paraît plus important. C'est la dimension géopolitique qu'avaient bien pris en compte à l'époque les États-Unis. Les États-Unis étaient allés jusqu'à installer des cultures de substitution dans les pays, en Colombie par exemple, puisqu'ils vivaient du chanvre, le paysan colombien, on l'a amené à changer de direction, vous voyez, on est allé jusque-là. En France, la France est vraiment le point de passage obligé. On est vraiment concerné au premier niveau. Nous sommes à portée de l'Espagne et du Maroc. On sait très bien que le Maroc, c'est le pays producteur de cannabis. C'est officiel. L'État prélève des taxes là-dessus, sous prétexte de cannabis thérapeutique. Hein. Mais ça nous vient du Maroc. Il faut évidemment avoir un dialogue constructif avec les autorités marocaines et espagnoles. Ça passe par l'Espagne pour empêcher toutes ces... Vous avez cité le Liban avec la plaine de la Bekaa, on le sait, tout ce qui s'est produit, l'opium en Afghanistan, mais la France, c'est aussi la Guyane, qui est un département français. Et donc vous avez toute l'Amérique latine autour, et ça passe par la Guyane française, et ensuite par la voie maritime ou aérienne. Vous avez donc ces dépendances comme la Martinique, la Guadeloupe, il y a des saisies très importantes. J'ai été aussi au parquet de Pointe-à-Pitre pendant ma carrière, je me souviens de saisies colossales, importantes, de cocaïne notamment, qui arrivaient de Colombie. Et donc nous sommes confrontés à cette question de géopolitique, qui ne peut être traitée, à mon avis, qu'au niveau aussi européen, par Europol, Interpol, avec une coopération par ces institutions, et Eurojust, notamment à La Haye. Et donc vous avez tout à fait raison d'insister sur cette dimension que la drogue, elle vient pas de nulle part. Elle vient de pays producteurs qu'on connaît et avec lesquels il faut avoir une coopération très franche, très loyale et très efficace. Alors, vous avez évoqué la nécessité d'une DEA à la française, d'un parquet national comme on l'a sur le plan financier et antiterroriste. C'est fait? Non, ça n'est pas fait puisqu'il nous a pas échappé que nous n'avons plus de gouvernement et donc que nous n'avons plus de garde des Sceaux en dehors de la gestion des affaires courantes. Donc il y a dans les tiroirs de la chancellerie un beau projet qui a été d'ailleurs soutenu par la commission d'enquête sénatoriale et soutenu par l'actuel ministre des Missionnaires, M. Migaud, de la création d'un parquet national anti-drogue, anti-stupéfiants, anti-grande criminalité, comme vous voudrez, qui manque cruellement dans notre pays. Comprenez qu'aujourd'hui, vous avez des GIRS à Marseille, des juges à Marseille, à Lyon, à Paris, ils ont des bribes d'un réseau national ou international. Il faut regrouper tout cela. C'est comme l'antiterrorisme, ce sont des filières. Et la drogue, ce sont des filières. Voilà, donc la nécessité de créer ce parquet qui verra le jour, j'en suis convaincu, et le plus tôt sera le mieux. Donc vous considérez que la stratégie qui est recoupée par une ambition nationale n'est pas encore au point? Non, l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, qui a le mérite d'exister et qui fait un très beau travail déjà, doit être renforcé et ressembler de plus en plus à une DEA à la française, comme ont fait les Américains, avec davantage de moyens et davantage de coordination de tous les services qui... C'est déjà ça l'OFAST, hein, c'est un office déjà de coordination entre les services de renseignement, les services économiques et financiers, les douanes, la justice, mais il faut accentuer ce rôle de coordinateur en lui donnant encore plus de moyens. Et puis, le parquet national antidrogue et également modifier certains textes. Regardez, l'Italie a réussi à désarçonner les mafias, la Camorra, etc., avec le statut de repenti. Donc, il faut aussi aller vers ces dispositifs qui ont fait leurs preuves
dans d'autres pays. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a souhaité, il l'a dit, il faut un véritable statut du repenti qui permettrait de démanteler des filières de trafic. Ce qui me paraît impressionnant, c'est le, le flux financier que génère le trafic de stupéfiants. Et c'est vraisemblablement ce qu'il faut arrêter, qu'il faut stopper, qu'il faut ralentir. 3 à 4 milliards d'euros de revenus. C'est une véritable l'économie d'un petit pays. Et bien sûr. Et vous avez en France des quartiers entiers qui vivent de ça. On parle de trafiquants, distributeurs, des choufs, chacun a son rôle, mais ça fait vivre des familles entières, c'est-à-dire les parents, les sœurs, les frères, ils vivent, pour eux c'est un commerce. Hein. Moi je suis allé voir un peu ce qui se passait dans certains quartiers de la périphérie parisienne, mais ils viennent vous voir et ils reconnaissent, ben oui on vit de ça, c'est notre activité. Qu'est-ce que vous venez nous embêter? On vend un produit, qu'il y a une demande, on vend un produit. Pour eux, ils ne commettent pas, en fait, ils n'arrivent même pas à intégrer que ce sont des délinquants, voire des criminels. Ils mènent une activité de type commercial avec ses règles. Ouais, c'est une économie souterraine et parallèle. Alors, ce que vous avez constaté dans la périphérie parisienne, ça existe évidemment dans d'autres grandes villes françaises. Bien sûr. Par exemple. Toutes les villes françaises sont touchées. Je ne veux pas vous citer toutes les villes. Toutes les grandes villes françaises sont touchées, non seulement les grandes villes, mais les villes moyennes. On a vu des affaires à Alençon, des communes à Châteauroux, avec des règlements de compte qu'on ne voyait jamais il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, le territoire dans son étendue est touché par ce fléau. C'est pour ça qu'il faut réagir et très très vite. Georges Fenech, pour finir, je voudrais souligner, j'ai lu un livre un peu tardivement, L'ensauvagement de la France. Il se trouve que c'est vous l'auteur. Et vous précisez aussi et vous évoquez, et c'est ça qui est très intéressant, qui apporte une dimension supplémentaire dans tous les livres qui ont été écrits sur le sujet, c'est la responsabilité des magistrats et des politiques. Alors, est-ce que aujourd'hui, cet ensauvagement de la France est ralenti ou se développe de plus en plus? Déjà, ensauvagement, un terme qu'on n'aurait même pas osé employer il y a quelque temps. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est une réalité. Et en fait, c'est le tome 2 d'un livre que j'ai écrit il y a 20 ans qui s'appelait Tolérance zéro. J'avais publié chez Grasset. Et là encore, je fais un constat. C'est l'aggravation de cette situation. Mais si vous voulez, lors d'une prochaine rencontre, je vous développerai, selon moi, qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons, car ça n'est pas une fatalité. Et lorsque j'avais rencontré Rudolph Giuliani à New York, l'inventeur de la tolérance zéro, qui avait fait de New York, Et procureur de New York, qui a été procureur, qui m'avait reçu, il m'avait expliqué comment ils avaient procédé. J'avais visité le CompStat, vraiment c'était extraordinaire. Je me suis dit, mais il y a moyen de le faire, voyez-vous. Et aujourd'hui, nos politiques et nos juges devraient s'inspirer de certaines politiques qui ont réussi. Et malheureusement, par idéologie, par lâcheté, quelquefois, on ne le fait pas, parce que ça n'est pas une fatalité. l'ensauvagement de la France. Prochain rendez-vous, la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci Georges.